Soyez les bienvenus sur Niveau d'Info et merci de nous rejoindre pour le décryptage du jour. Le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, sera-t-il bientôt libéré de prison? C'est la question qu'on se pose désormais depuis la libération provisoire du fils de ce président déchu, renversé par un coup d'État en juillet 2023. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Vous êtes éditorialiste. Merci. Bonsoir Charlotte. Ainsi donc, Salem Bazoum, le fils du président Mohamed Bazoum, a retrouvé sa liberté et se retrouve désormais au Togo. Oui, c'est une bonne information. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Vous avez un jeune homme qui s'est retrouvé, je ne dirais pas au mauvais moment, au mauvais endroit, puisqu'il était quand même avec ses parents. Le coup d'État est arrivé. Et cela a entraîné tout ce qu'on connaît, pratiquement 5 mois durant lesquels vous êtes dans une situation d'incertitude, puisque ce n'est pas seulement le fait que vous ne soyez pas libre de vos mouvements, mais vous êtes carrément dans une situation d'incertitude. Quand une telle personne retrouve la liberté, je trouve que c'est déjà une bonne chose. Mais ça l'est encore plus si ce que l'on entrevoit à travers sa libération devient une réalité. C'est-à-dire, ça va être la preuve qu'il est possible, par la voie de la négociation, qu'on parvienne à trouver une solution à ce problème du Niger, puisqu'on n'en est pas encore à la solution. Les frontières, théoriquement, sont toujours fermées, même si les gens rentrent et sortent malgré la fermeture des frontières. Les sanctions sont là, elles sont extrêmement lourdes, néfastes pour les populations nigériennes qui le vivent de façon extrêmement difficile. C'est pourquoi, autant il faut s'avouer heureux de voir le fils du président libéré, autant il faut espérer voir également que les Nigériens dans leur ensemble se retrouvent également avec autant de liberté d'aller et de venir et de pouvoir mener leurs activités économiques sans contrainte. Et comme je le disais, cette libération a été obtenue grâce à une médiation menée par le Togo. Oui, c'est une médiation de la CEDEAO, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Le Togo avait été désigné avec la Sierra Leone. Mais comme vous le savez, la Sierra Leone rencontre depuis quelque temps des problèmes avec la tentative de coup d'État qui fait que finalement, à la limite, c'est le Togo qu'on a vu avec le ministre des Affaires étrangères qui n'est pas allé une seule fois à Niamey. Et la libération, c'est lui qui est revenu à Niamey avec Salem Bazoum pour dire effectivement que la mission confiée par la CEDEAO au Togo est en train de produire un résultat. Parce que la mission, certainement, ce n'est pas la libération de Bazoum fils seulement, mais certainement, c'est de sortir de la situation dans laquelle on se trouve actuellement, qui est extrêmement compliquée, parce qu'on a deux positions toutes radicales qui se sont fait face, et c'est le défaut du radicalisme, comme je le répète tout le temps sur ce plateau, ça ne laisse pas de marge à de la souplesse, et on est obligé de pouvoir trouver ce qu'on appelle une porte de sortie. Et le Togo est en train d'être la porte de sortie pour que, éventuellement, cette impasse qui est là, parce que c'est véritablement une impasse, qu'on puisse sortir de cette impasse pour ce qui concerne le Niger. Bazoum fils est désormais libre. Des médias parlent également, en tout cas d'autres médias parlent également de la femme, de l'épouse de l'ancien président qui aurait aussi été retrouvé sa liberté. Est-ce que cette information est vérifiée? Je ne peux pas la confirmer parce que je n'ai pas d'éléments concrets là-dessus. Je sais qu'il y a deux choses. On parle de sa libération prochaine. Et certainement, c'est des étapes, puisque quand on est en médiation, c'est comme ça. On ne donne pas tout en même temps. L'un donne, l'autre également doit faire un geste, l'autre va faire un geste. Souvent, c'est ce que l'on fait avec ce qu'on appelle la diplomatie secrète. On ne vient pas tout régler en même temps. On essaye de trouver des petits points d'entente pour aller ensuite vers le problème qui est le plus difficile. Et ce sera bien sûr la libération du président Bazoum. Il y a des médias qui disent que c'est elle qui va suivre au niveau de la libération. Il y a d'autres qui commencent à dire qu'elle a été libérée. Mais je n'ai pas, au moment où nous parlons, un élément concret me permettant de dire qu'elle a été effectivement libérée. Mais les médias en parlent. D'ailleurs, même au niveau de Niamey, les bruits couraient depuis fort longtemps avec parfois de la contradiction, puisque les gens disent que les militaires au pouvoir étaient même à la limite disposé à laisser la maman et le fils partir, mais c'est le président Bazoum lui-même qui n'en voulait pas, craignant que son épouse et son enfant soient utilisés après comme moyen de pression contre lui pour le faire démissionner, parce que n'oublions pas que jusqu'à présent, il n'a pas démissionné de ses fonctions de
président du Niger, et il persiste. On va voir ce que la négociation va permettre d'obtenir. Justement, Mamadou Diouf, on va évoquer le chef d'accusation, complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité ou à la sûreté de l'État, en tout cas selon les autorités nigériennes. Comment le fils âgé de 22 ans se serait retrouvé là-dedans? N'oublions pas qu'il y a eu cette tentative d'évasion qui avait fait du bruit, qu'on n'a pas jusqu'à présent clairement j'allais dire, on ne nous a pas donné suffisamment d'informations, parce que quand tu as des informations qui viennent d'un seul côté, il faut toujours rester prudent en tant que journaliste, c'est la règle. On parle d'une tentative qui a été orchestrée, et bien sûr, Bazoum, le fils, tout le monde est dedans. Mais on ne nous a pas donné suffisamment d'éléments sur cette affaire où, dans certains médias même, on accuse les Américains, les hélicoptères dont on parlait qui étaient là. Bon, beaucoup de gens avaient pensé à des hélicoptères français, mais certains disent que c'était plutôt des hélicoptères américains pour les prendre la nuit, etc. Donc il n'y a encore pas suffisamment d'informations pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, l'accusation, elle est grave. Maintenant, est-ce que c'est pendant qu'il était entre les mains de l'armée qu'il a organisé le coup? Avec qui? Parce que je ne crois pas que ça soit avant, parce qu'avant, ça serait un coup contre son propre père, puisque c'est son père qui était au pouvoir. Mais ça pose ce problème pendant qu'il était entre les mains pratiquement des militaires, puisqu'ils sont retenus en résidence surveillée. Par quel moyen il a pu organiser ce coup? Parce que la seule chose qu'on voit, c'est cette tentative, entre guillemets, d'évasion qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque et sur laquelle on n'a pas suffisamment d'informations. Donc, certains disent que c'est un argument qu'on a utilisé, ça permet de le laisser sortir et sur le plan juridique de pouvoir l'attraper par quelque part, puisqu'on dit que si on en a besoin, il doit pouvoir revenir pour répondre au niveau de la justice, etc. Mais bon, c'est comme j'ai dit, on est dans une médiation qui n'est pas allée jusqu'au bout. Quand on donne, on garde toujours quelque chose. Rappelez-vous, Gbagbo qui est rentré en Côte d'Ivoire, Blé Goudé qui était sur ce plateau qui est rentré en Côte d'Ivoire. Les condamnations en Côte d'Ivoire sont un peu gardées comme des armes secrètes qui pourraient être éventuellement utilisées contre eux si. Le si, il y a quoi dedans, je ne sais pas. Bon, souvent, ça se fait au niveau des médiations, dans des situations difficiles. On peut peut-être être dans ce cas de figure-là. Le Togo est à la manœuvre depuis quelques semaines pour une médiation avec le régime militaire au pouvoir à Niamey. Et ce n'est pas la première fois, il faut le rappeler. On se souvient du cas du Burkina Faso avec le lieutenant-colonel Mandiba. Oui. Bamida, pardon. Avec Damiba, effectivement, on était dans une situation que j'allais dire explosive, puisque un coup d'État venait d'être fait par un autre militaire, comme on l'appelle IB, le capitaine. Et il était clair qu'il allait être compliqué que ces deux militaires restent au niveau du Burkina Faso. Et en ce moment, effectivement, il faut trouver une alternative, il faut trouver une porte de sortie. Le Togo a été la porte de sortie puisque l'ancien président Damiba est actuellement au niveau du Togo. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est des éléments déclencheurs d'une sorte de régularisation. Imaginez si les pays disaient « moi je ne reçois pas Damiba », si personne ne veut le recevoir. Vous imaginez le problème que ça pose. Puisque celui qui fait le coup d'État le regarde comme quelqu'un qui peut également s'organiser pour faire un coup d'État contre lui. Mais en ce moment, sa présence devient généralement un problème. Et la règle, à part le cas du président burkinabé, de Ibeka, qu'on a mis d'abord en résidence surveillée quand même avant de leur donner un peu plus de liberté. Généralement, après les coups d'État, dans les négociations, on fait partir l'ancien président, celui qui a été déchu. Puisqu'il est le premier coupable susceptible d'organiser un autre coup d'État pour récupérer son pouvoir. Donc souvent, c'est ce qui se fait et ça décrispe un peu la situation. On n'est plus en train de se focaliser sur la personne, bien que ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on ne peut pas également manigancer pour pouvoir créer des problèmes à un régime. Et dans ce cas précis, outre le Togo, d'autres pays ouest-africains ont assoupli leur position face aux autorités nigériennes comme le Bénin. Oui, mais c'est tout à fait logique puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, on est arrivé à une impasse. On est arrivé à une impasse parce que la position nigérienne, tout comme la position de la CEDEAO, étaient des positions radicales. Il n'y avait pas de marge pour qu'on revoie un peu les éléments. Aujourd'hui, j'espère qu'on ne peut plus parler
d'intervention militaire, mais comme avec les politiciens, il ne faut jamais dire jamais, moi je ne dis pas jamais. Je souhaite que ça soit véritablement quelque chose qu'on a complètement oublié. Mais quand il n'y a pas une intervention militaire, qu'est-ce qui reste? C'est une médiation. Mais les positions étaient tendues, les positions étaient radicales. Ceux qui avaient ces positions très radicales ne sont pas les personnes indiquées pour pouvoir venir faire de la médiation. La position du Togo, qui n'était pas aussi radicale que celle d'un certain nombre de pays membres de la CEDEAO, faisait que le Togo pouvait parler à la CEDEAO et le Togo pouvait parler également au Niger. On se rappelle, on a parlé tout à l'heure du cas du Burkina, ce n'est pas le seul cas. Les 49 soldats ivoiriens, c'était également la même posture togolaise qui avait permis à un moment difficile de trouver la clé pour ouvrir la porte et sortir de l'impasse. Parce qu'à chaque fois, les positions radicales amènent à une impasse. Il faut qu'on trouve une porte de sortie pour trouver une solution. C'est ce que le Togo a réussi à faire ici également. Mais c'est une très bonne chose parce que... Mais ce n'est pas fini puisque la libération du président Bazoum est l'une des conditions que la CEDEAO exige, en tout cas, avant de pouvoir alléger des lourdes sanctions qu'elle impose au Niger. Est-ce peut-être la prochaine étape dans les négociations pour la médiation? Mais bien sûr. Puisqu'on a laissé le fils, on doit pouvoir laisser la mère, mais on doit pouvoir laisser également le père. Et ce que ça montre, c'est que d'abord, il y a eu négociation. Surtout, il y a eu accord. Ouais. S'il n'y avait pas eu d'accord, il ne pourrait pas se retrouver au Togo. Mais cet accord montre qu'un autre accord est possible. Est-ce que ça va être, comme ça se dit, la libération de la mère d'abord, du père ensuite, ou bien est-ce que c'est le couple Bazoum qui va être libéré d'un seul coup? Je ne peux pas le dire pour l'instant parce que c'est de la diplomatie secrète. Ce n'est pas des choses qu'on fait en faisant des communiqués un peu partout. On fait le travail tranquillement jusqu'à ce que ça aboutisse à un résultat. Et même quand vous regardez, quand les résultats arrivent, on communique avec la langue de bois. On donne le moins d'informations possible sur ce qui s'est passé. On positivise. On a vu le ministre des Affaires étrangères sur la télévision nigérienne dire c'est pour des raisons humanitaires, etc. Mais bon, ça c'est ce qu'on dit devant les médias. Tout le monde sait qu'il y a eu des négociations et certainement ça n'a même pas dû être facile pour obtenir la libération. Mais dès qu'on obtient la libération d'un parmi les trois, c'est comme quand on négocie pour des otages. Dès que les preneurs d'otages acceptent de libérer une personne, on dit attendez, on peut trouver une solution parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Et je crois que c'est dans cette situation qu'on est. Le très peu de communication participe à ces négociations difficiles où on attend que tout soit terminé d'abord avant de communiquer. Et c'est à ça qu'on assiste. Certainement, pendant que nous parlons, les discussions continuent pour voir comment trouver une solution pour que le président Bazoum soit libéré. La CEDEAO exige effectivement sa libération, mais pas seulement sa libération, il demande également une transition courte. C'est les deux éléments. Et vous voyez que pour chaque élément, il y a de quoi discuter parce que pour le régime nigérien, la réponse donnée était claire sur la question de la transition. Il doit y avoir un dialogue national. Justement. Et ce dialogue, justement, est-ce qu'il va finalement se tenir? L'annonce a été faite il y a déjà plusieurs semaines. Bon, en principe, il va se tenir. En principe, il va se tenir puisque le dialogue a été fait très tôt, puisque quand le président disait que la transition ne dépassera pas 3 ans, il avait dit que c'est le dialogue qui allait en décider. Et il y a un certain nombre d'activités qui avaient commencé pour ce qui concerne le dialogue, qui va avoir un aspect régional et tout. Donc, quand le dialogue va se tenir, certainement, c'est à partir de là-bas que la décision sortira. Mais si le dialogue ne se tient pas, ça peut être également en raison des négociations. Parce qu'il faut éviter... Toujours en lien avec la libération du président. Mais bien sûr, il faut éviter qu'un dialogue vienne dire on lui donne 5 ans, comme on l'a vu dans certains pays, alors que lui, il propose 3, et la CEDEAO pense que 3, c'est déjà trop parce qu'on parle de transition courte. Donc, dans les négociations, certainement, on est en train de tenir le dialogue pour que, en fonction de l'aboutissement des négociations, que le dialogue aille dans le même sens. Ça peut être l'effet contraire aussi. Comme ce que le Mali avait fait, on fait le dialogue, on fait la pression par le dialogue. Le Mali avait dit on prend 5 ans. C'est après qu'avec les négociations, on a diminué. Mais moi, Diouf, quand le Premier ministre nigérien Lamine Zé dit que le dialogue national devrait définir les principaux fondamentaux et les axes prioritaires de la transition, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? En fait, ça va être un peu comme tous les dialogues qu'on a vus. On nous parlera de dialogue national, mais que les gens ne se trompent pas.
ça sera un dialogue qui ira surtout dans le sens de ce que les militaires veulent. C'est ce qu'on a vu à chaque fois qu'on l'a fait, ça va aller surtout dans ce sens-là. Et c'est pourquoi je disais que le dialogue, pendant qu'il y a la négociation, si vous laissez le dialogue partir, les populations sont très échauffées actuellement par rapport à cette souveraineté du Niger. Les populations peuvent dire, mais on donne 10 ans, on donne 5 ans. 10 ans, 5 ans, ce n'est pas ça qu'on appelle une transition courte. Vous imaginez un peu, en ce moment, ça met à mal une négociation qui était en train de commencer à trouver une porte de sortie. Et bien sûr, dans la porte de sortie, il y aura cette question de la transition, puisque c'est ce qui s'est passé avec tous les pays. Vous allez devoir montrer éventuellement un calendrier électoral. Mais bien sûr, un agenda carrément, pas seulement le calendrier électoral, ça se termine toujours par l'échéance électorale avec le retour, comme on le dit, à une vie constitutionnelle. Bon, si le dialogue se précipite, le dialogue peut ajouter des cailloux dans une médiation qui est en train de commencer à donner petit à petit des résultats. Et pour finir, parlons d'élections. Justement, en 2024 et 2025, sur le continent, on a beaucoup d'élections, en tout cas, en vue, surtout présidentielles. Est-ce qu'il y a des risques pour de nouveaux coups d'État sur le continent? Ça dépend des pays, parce que le coup d'État ne vient pas au hasard. Ça peut surprendre, puisqu'on n'organise pas un coup d'État en s'asseyant sur un plateau pour dire qu'on va faire un coup d'État. Mais généralement, vous avez des causes internes qui amènent les gens à prendre le pouvoir. Une des causes, malheureusement, c'est l'enjeu qu'il y a avec des élections. On vient de voir le résultat des élections au niveau de la RDC. Vous voyez toute la contestation par rapport au résultat des élections. Vous avez un processus au Sénégal. Le processus est en train d'être fortement contesté. On n'est même pas encore arrivé à la campagne électorale, etc. Mais en fait, c'est tous ces enjeux en fonction également des pays où on se trouve, qui parfois font que l'élection qui devait être une solution, qui devait être la méthode par laquelle le pouvoir passe d'une main à une autre, devient un problème. Mais quand l'élection devient un problème, souvent vous ouvrez la porte à un coup d'État. Le Niger connaît très bien cette situation. Moi, j'étais à Niamey une fois où on proclamait les résultats. J'étais à l'université. À un certain moment, on a arrêté la proclamation des résultats parce que la tendance des résultats ne plaisait pas. Mais tous ces éléments, en partie liés aux élections, c'est dû également à une erreur où dans nos pays, on fait comme si la démocratie se limite à des élections. Mais la démocratie, c'est l'indépendance de la justice. La démocratie, c'est la bonne gouvernance. La démocratie, c'est plein de choses. Et quand il y a la panne dans toutes ces choses-là, ça amène les gens à vouloir prendre des coups d'État. Et à chaque fois que vous voyez coup d'État dans la déclaration, la corruption, la gabegie, les élections qui ne sont pas transparentes, c'est presque les mêmes éléments qui reviennent à chaque fois. Comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et pour terminer, Salem Bazoum est désormais libre. Il y a espoir pour tout le clan Bazoum? Oui, je me dis que c'est un très bon signe qui montre que même si les négociations ont été difficiles, on est passé à une étape de résultat. Donc petit à petit, on doit pouvoir avoir, si des deux côtés, parce que les négociations c'est également ça, si des deux côtés chacun accepte de mettre de l'eau, j'allais dire, dans un bissap en bon sénégalais, on va pouvoir finalement trouver la solution définitive, c'est-à-dire la libération du président Bazoum, parce que je ne vois plus qu'est-ce que le président Bazoum gagne à rester dans cette situation. Je ne crois pas que la CEDEAO pense encore à le remettre au pouvoir. Le contexte a véritablement changé. Il faut accepter de reconnaître la réalité et de la regarder en face. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes éditorialiste. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite du programme, c'est tout de suite sur Neo Info 1.